Depuis longtemps, d'horribles rumeurs circulent à Hollywood. Trop souvent, ceux qui ont de l'argent et de l'influence abusent de leurs privilèges, laissant d'innombrables victimes dans leur sillage. Dans le monde cruel de la musique, le producteur et rappeur Diddy Raines est un monarque absolu. Son pouvoir s'étend bien au-delà du show business. Meurtres, trafic de drogue, violences sexuelles. On pourrait croire qu'il s'agit de l'intrigue d'un feuilleton policier, mais non, c'est la réalité infernale de la vie de la star. Il est salué comme un dictateur de la mode, une icône culturelle, un réformateur du rap. Mais en même temps, c'est un monstre sanguinaire coupable de la mort d'innocents. Sean Combs est l'homme qui a changé Hollywood pour toujours. La mère célibataire de Sean l'a élevé après que son père a été abattu au début des années 1970, alors que le garçon avait à peine 3 ans. Diddy n'a jamais appris de sa mère comment et pourquoi son père était mort. La femme était terrifiée à l'idée que son fils puisse suivre la voie sanglante de son père, un trafiquant de drogue locale travaillant pour un caïd du crime. La mort du père de Diddy est directement liée à la révélation d'un trafic de drogue à grande échelle. Adolescent rebelle, Combs a fréquenté une école catholique et, à la fin des années 1980, le jeune homme a commencé à étudier à l'université Howard de Washington. Cependant, il se rend vite compte que son destin n'est pas de lire d'ennuyeux manuels. Au lieu de cela, le garçon s'immerge dans la folie des fêtes nocturnes et se ferait un chemin dans l'industrie de la musique. Ceux qui ont connu le jeune Puffy n'ont pas tardé à faire l'éloge de son caractère. De nombreux témoignages font état de son tempérament colérique, de son manque de respect pour les limites personnelles des autres, voire de son harcèlement des filles. Beaucoup d'entre elles évitaient les peignes comme la peste. Les femmes qui osaient avoir une relation avec lui avaient l'air effrayées. Un étudiant a fait part de son observation à Rolling Stone. Sean avait l'étrange habitude de tout contrôler. Diddy rêvait toujours du meilleur pour lui-même et exigeait d'être le premier, en tout. C'est son style agressif, voire sinistre, qui l'a aidé à entrer dans les clubs de disques des quartiers chics, où Combs a développé une passion pour le rap. Ce lieu lui apporte de nombreux contacts et succès. Mais moins de 3 ans plus tard, Sean est licencié. Le patron André Harrell a déclaré qu'il était impossible d'avoir 2 rois dans un même château, mais ses ambitions sont parfois devenues incontrôlables. Diddy a conçu une collecte de fonds pour lutter contre le sida après un match de charité en 1991. Mais en raison d'une mauvaise organisation, une terrible bousculade s'est produite, causant la mort de 9 personnes. 2 fois plus de personnes que prévu sont arrivées. Les proches de Diddy recommandent vivement aux rappeurs de se cacher immédiatement. Effrayé par le scandale, Sean, accompagné de sa mère, s'est caché de tous dans un hôtel de Manhattan pendant plusieurs mois. Les parents des victimes de la bousculade ont inondé Combs de dizaines de procès, dont le règlement a pris 10 ans. Pendant tout ce temps, l'organisateur malheureux n'a pas réussi à s'excuser auprès des familles des victimes de la tragédie. Au contraire, dans l'un de ses morceaux, il s'est adressé personnellement à elle sans cérémonie. « Je ne voulais pas vous blesser. La vérité est de mon côté, mais si cela vous permet de vous sentir mieux, qu'il en soit ainsi. C'est moi qui porterai le chapeau. » Cette bousculade fatale marque le début d'une très longue série de procès et de problèmes juridiques qui hanteront Diddy pendant des années. Après son licenciement très médiatisé d'Uptown Records en 1993, l'ambitieux Sean fonde son propre label Bad Boy Records, en emmenant avec lui Biggie, un rappeur prometteur avec lequel il avait réussi à travailler dans le cadre de son emploi précédent. Il semble qu'en créant un nouveau label, Combs ait poursuivi un objectif clair: établir un contrôle absolu sur ses artistes
et se tailler la part du lion dans les bénéfices de leur projet, en rédigeant les contrats de telle sorte que les artistes ne puissent même pas s'y opposer. Les stars du label gagnent des sommes folles. La signature d'un contrat avec le célèbre Big s'est avérée être la décision professionnelle la plus fructueuse de la vie de Diddy. L'empire a commencé à se développer rapidement dès la sortie du premier album de Big E, qui a connu un succès fulgurant et a été certifié triple disque de platine à la fin de l'année. Aujourd'hui, le Billboard reconnaît Big E comme l'un des rappeurs les plus remarquables de l'histoire de la musique. Et notre héros a sans aucun doute joué un rôle important dans cette réussite. Combs s'est efforcé avec passion de transformer ses artistes en superstars mondiales et d'asseoir la position du hip-hop dans le courant dominant. La question n'était pas de savoir si cela se produirait, mais plutôt à quelle vitesse. Les années ont passé, mais Sean était resté tout aussi imprévisible et explosif. Des témoins ont raconté qu'il avait violemment attaqué une fille dans les bureaux du label. Ses ex-collègues ont à peine réussi à éloigner le patron furieux de la pauvre femme en entendant ses cris sauvages et le tintement du verre brisé. Une autre employée a même été victime d'une agression sexuelle de la part du directeur enragé. Comme l'Elde l'a raconté, au milieu des années 90, Combs l'a attaquée sur le parking. Il l'a forcée à se mettre à genoux et à lui faire une fellation. La jeune fille souligne que cet épisode horrible n'était qu'un des 4 cas où le producteur pervers a abusé d'elle. Pendant ce temps, la notoriété du label ne cessait de croître et les employés de la société gardaient le silence sur les actions dégoûtantes de leur patron, de toutes les manières possibles, que ce soit par peur, par loyauté aveugle, ou parce qu'ils considéraient que de tels incidents étaient rares et insignifiants. Une chose reste claire. Même à cette époque, Diddy pouvait faire ce qu'il voulait sans craindre les conséquences. Ce label, cette entreprise, était la plus grande joie de Sean et l'œuvre de sa vie. Il était follement obsédé par tout ce qui avait trait à son invention. Il s'occupait inlassablement de la publicité, composait de nouveaux morceaux et apparaissait dans les clips vidéo de ses stars. C'est donc au cours de ces années turbulentes que la célèbre confrontation entre les deux côtes a éclaté. Big E, du label Bad Boy Records, de Sean, et la superstar Tupac, qui appartient à Death Row Records, s'affrontent dans une guerre féroce jusqu'à la mort. Le conflit entre les deux rappeurs, né d'insultes et d'accusations mutuelles, s'est rapidement transformé en une véritable bataille, sanglante. En 1994, Shakur a ouvertement accusé Combs et Christopher Wallace de l'avoir attaqué en traître dans un studio d'enregistrement new-yorkais. L'ambitieux Diddy, habitué à être le premier en tout, craignait terriblement pour sa propre réputation et celle de sa société. Et lorsque le nom et le prestige sont en jeu, les principes moraux passent immédiatement au second plan. Si l'on en croit l'article scandaleux de Rolling Stone sur notre héros, les employés du label tremblaient mais de peur devant leur patron. Pour parvenir au résultat escompté, l'impitoyable Sean était prêt à recourir aux méthodes les plus sales et les plus insidieuses. Il ne recule devant rien. Tout au long de l'année 1995, l'agité Tupac crée des diss tracks de plus en plus provoquants, visant tous les artistes du label de Combs. Les rappeurs tentent de s'insulter, de se ridiculiser et de s'accuser mutuellement de divers crimes dans leurs propres chansons à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Diddy a même été accusé d'avoir tiré sur la main d'un ami proche du propriétaire du couloir de la mort au cours d'une des fêtes les plus médiatisées. Il n'est donc pas étonnant que l'on puisse affirmer à juste titre que le triomphe vertigineux des artistes sous son aile signifiait à la fois le succès personnel de l'ambitieux Sean et, en même temps,
leur mort inévitable dans le maelstrom des épreuves de force sanglantes. Le 7 septembre 1996, un inconnu au volant d'une Cadillac blanche tire 4 balles dans la poitrine de Shakur. 6 jours après la tentative d'assassinat, la star Rapsen décède. Dwayne Keith Davis, accusé de ce meurtre, a avoué que le tueur n'agissait pas seul, mais sur l'ordre de quelqu'un. Ce fait est d'ailleurs également mentionné dans le film documentaire Deadly Rapid. Selon Davis, Puffy aurait payé le tueur à gages $1 million, non seulement pour le massacre de Tupac, mais aussi pour l'élimination du patron du couloir de la mort. Diddy, je cite, était prêt à vendre son âme pour la tête de cette ordure. De plus, le tueur probable s'est enrichi précisément après avoir commis ce crime très médiatisé. Bien entendu, il ne s'agit que d'une coïncidence. Diverses rumeurs et théories du complot tournent toujours autour de la mort de Shakur. Il existe de nombreuses versions sur le comment, le pourquoi et l'ordre de qui cela a pu se produire. Cependant, un fait indiscutable demeure. Alors que même d'anciens inspecteurs de la police de Los Angeles accusent Mas Combs du meurtre, ce dernier nie obstinément toute implication. Pendant ce temps, Biggie, comme le rapporte Rolling Stone, avait déjà commencé à envisager de rompre le contrat avec Diddy. Des initiés anonymes affirment, je cite, que Wallace était catégoriquement déterminé à quitter Puffy. Je le sais avec certitude parce qu'il m'a personnellement dit que tout le monde voulait s'éloigner de Puffy. Tout le monde s'éloigne toujours de lui. Malheureusement, Christopher n'a jamais réussi à mettre son plan à exécution. Le 9 mars 1997, des coups de feu retentissent à Los Angeles provenant d'une voiture qui passait par là. 6 balles ont été tirées sur Biggie. L'ancien garde du corps de Diddy a révélé plus tard dans une interview ce qui s'est réellement passé cette nuit fatidique. Il a supplié Sean de prendre les avertissements au sérieux, mais en vain. Il s'est contenté de les balayer du revers de la main et de rire d'un air moqueur. Selon le garde du corps, Jay-Z et Puffy voulaient de la mort de Wallace. Écartez les doutes et fiez-vous aux faits incontestables, même si ces théories vous paraissent invraisemblables. Christopher Wallace avait la ferme intention de laisser des disques de mauvais garçons. Le rappeur voulait développer ses propres projets, fatigué de n'être qu'un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Il a répété à plusieurs reprises qu'il en avait assez de l'exploitation constante et des mensonges, car il avait depuis longtemps dépassé le stade de cette entreprise mesquine. Alors que Biggie envisageait de quitter l'industrie musicale, Jay-Z cherchait à prendre le pouvoir sur l'ensemble du monde du hip-hop. Pensez-y. Et qui est aujourd'hui considéré comme le roi incontesté de la scène rap. Le show business est impitoyable, chers fans, et la plupart d'entre vous ne comprendront jamais ces lois insidieuses. La mort de Wallace s'est révélée être un véritable cadeau pour l'ambitieux Diddy. Il a profité du deuil mondial pour tirer le maximum de profit de la tragédie. Combs a refusé un congé à l'ancien directeur de la publicité qui était avec Big U la veille du meurtre. Au lieu de laisser l'employé se rétablir et faire semblant de pleurer, Sean a ordonné à l'équipe de tout faire pour que l'album posthume de Christopher soit en tête des hit-parades. Imaginez, quelques mois seulement après la mort de son ami, Diddy se voit proposer d'enregistrer une reprise d'un des titres pour honorer la mémoire et rendre hommage à la réputation de l'artiste. Savez-vous ce que le producteur a répondu? Non, il était mort. En juillet, je sors un album solo et j'ai besoin de la couverture de Rolling Stone. C'est ainsi que la vie des peignes implacables s'est poursuivie, malgré le goût amer de la tragédie et des accusations retentissantes. Mais ce n'était que le début. Avec la mort de Biggie, la position du magnate ne fait que se renforcer, car il se retrouve désormais sous les feux de la rampe.
C'est à cette époque que le jeune Asher fait son apparition, fortement encouragé par les cofondateurs de son label. Pour donner au jeune garçon la chance d'apprendre auprès d'un professionnel, le chanteur de 13 ans a été envoyé vivre avec une superstar pendant une année entière, censé lui montrer les nuances de la célébrité. Et ce mentor n'était autre que Puffy lui-même. Selon Asher, Diddy lui a ouvert les portes d'un monde totalement nouveau, extrêmement indécent pour un jeune garçon, notamment en termes de relations sexuelles. 12 années se sont écoulées depuis, mais le témoignage de l'artiste reste inchangé. Dans une conversation franche avec Howard Stern, le chanteur a surnommé l'endroit où il vivait avec des peignes bouffants « camp de saveur » et a décrit cette période comme une folie totale. La débauche et la frénésie ne connaissaient aucune limite. Lorsqu'on lui a demandé s'il enverrait ses propres enfants dans un tel camp, Asher a répondu sans hésiter par un non catégorique. Imaginez un peu, un garçon de 13 ans observe pendant une année entière des fêtes perverses, alimentées de par la drogue, et des beuveries, sous la surveillance d'un étrange adulte. Faut-il s'étonner qu'à l'époque déjà, des rumeurs viennent de commencer à se répandre sur le comportement inapproprié de Diddy à l'égard de son jeune gardien. Ed Lover a avoué dans une interview qu'il avait vu un mineur boire du champagne directement à la bouteille dans la section VIP d'un club. Et lorsque le premier album d'Asher est sorti, Ed a réalisé que l'enfant n'était autre que lui. Les enfants de Kim Porter ont fait une déclaration sur les médias sociaux pour nier la paternité de leur mère. Ils insistent sur le fait que les rumeurs selon lesquelles Kim aurait été battue par leur père sont des mensonges. D'autre part, les éditeurs des mémoires affirment qu'après la mort de Kim Porter, ils ont reçu une clé USB contenant ses dossiers personnels, qui ont servi de base à l'écriture du livre. Ces mémoires controversées sont aujourd'hui en tête des meilleures ventes sur Amazon. La défunte épouse du célèbre producteur y fait également état de menaces constantes de sa part. Une fois, dans un accès de colère, Diddy a même promis de la tuer. Bien entendu, les amis de la défunte ont d'abord hésité à publier des documents aussi explosifs. Après tout, leur propre vie était en jeu. Mais lorsqu'il est apparu que les autorités fédérales surveillaient déjà Sean et que la police avait recueilli un grand nombre de faits horribles à son encontre, les amis de Kim ont décidé que les gens devaient connaître la vérité. Le livre affirme directement que Combs a abusé d'un jeune homme de 18 ans, aujourd'hui célèbre dans le monde entier. Bien que le nom de la victime ne soit pas mentionné, la plupart des utilisateurs de Twitter ont tendance à penser qu'il s'agit de Justin Bieber. Par ailleurs, certains scandales mentionnés dans les mémoires sont depuis longtemps connus du public, par exemple, la fusillade impliquant Diddy et Jennifer Lopez en 1999. Il est difficile d'imaginer ces deux-là ensemble, aujourd'hui, mais il fut un temps où ils étaient considérés comme le couple le plus sexy d'Hollywood. Imaginez d'un côté un rappeur superstar dont les titres sont en tête des hit-parades, propriétaire de son propre label, dont personne n'approche la célébrité, et à côté de lui, une bombe latino-américaine sexy qui conquiert rapidement l'Olympe musical, un véritable sex symbole de l'époque. Puff et J-Lo travaillaient sur l'album de cette dernière, et bien que Sean soit officiellement resté marié, il semble que le producteur ait pris le divorce de la chanteuse comme un signal pour agir. Très vite, les paparazzi ont surpris le doux couple dans l'une des boîtes de nuit de New York. Tout se passe bien jusqu'à ce que l'établissement soit soudainement secoué par des coups de feu. Il s'est avéré par la suite que les coups de feu visaient la compagnie de Combs. Dans le tumulte, la sécurité a réussi à faire sortir Diddy et Jennifer par la porte arrière. Heureusement, les amoureux sont sains et saufs, mais 3 invités ont été touchés par des balles. Le policier arrivé sur les lieux
a déclaré qu'une arme avait été trouvée dans la voiture dans laquelle les stars s'étaient enfuis. L'arrestation du couple de stars en 1999 a secoué l'industrie musicale. Mais derrière les gros titres se cache une histoire bien plus sombre. La mère de Jennifer, qui avait catégoriquement interdit à sa fille de fréquenter le célèbre producteur, s'est révélée être une prophétesse. Ses cris de colère en espagnol « Je t'avais prévenu » résonnaient dans le commissariat où elle se trouvait. Ils résonnent dans le commissariat où elle s'est précipitée après avoir appris l'arrestation de J-Lo. Tout a commencé par une soirée ordinaire dans un club de hip-hop banal. Il s'avère que ce soir-là, Puffy, ayant provoqué un conflit avec le propriétaire du club, a porté la situation à son paroxysme. Selon des témoins oculaires, c'est lui qui a ordonné à Jennifer de sortir une arme de la voiture, ce qui a conduit à la fusillade. Se rendant compte que la situation s'envenimait, le couple a tenté de s'enfuir, mais a été arrêté. Pour Jennifer, qui a passé entre 1 heure et 12 heures derrière les barreaux, selon diverses sources, ce fut un choc et son premier contact avec le monde criminel. Puffy, pour qui de telles aventures n'ont rien de nouveau, a tout nié. Il a insisté sur son innocence, affirmant qu'il n'était pas du tout impliqué dans la fusillade. Cependant, l'accusation disposait d'autres preuves, notamment d'une tentative de corruption du chauffeur. Curieusement, Combs a été acquitté de tous les chefs d'accusation, tandis que son complice a écopé de 9 ans de prison. Des rumeurs ont circulé au sujet d'une généreuse récompense pour avoir pris le blâme. L'une des victimes a affirmé que c'était Puffy qui lui avait tiré dessus, mais ses paroles n'ont pas été crues. De plus, elle a accusé Jennifer d'avoir menti au jury en disant qu'elle avait remis l'arme à Combs. Cette nuit-là a marqué un tournant pour J-Lo. Non seulement elle se retrouve à l'épicentre d'un drame criminel, mais elle est également confrontée à un dilemme moral. Dire la vérité ou protéger Puffy. Les conséquences de ce choix la hantent encore aujourd'hui. La relation du couple, qui a commencé par un coup de foudre, selon Puffy, a connu l'épreuve du feu, des balles et des barreaux. Jennifer, qui ne voulait pas se laisser approcher par le producteur, a fini par succomber à ses charmes. Mais le prix de cette proximité s'est avéré trop élevé. Choquée par l'incident, Jennifer Lopez a mis fin à sa relation avec le rappeur. Les rumeurs disent que le moment décisif a été la prise de conscience par la chanteuse de la vraie nature de Combs. Ce qu'elle aurait vu de ses propres yeux l'aurait poussée à se détourner de son amant avec dégoût. Mais ce ne sont que des rumeurs. Quoi qu'il en soit, J-Lo a laissé cette histoire d'amour dans le passé pour toujours et il semble qu'elle n'ait jamais regretté sa décision. John Deal, un ancien garde du corps de P. Diddy, a révélé des détails choquants sur la vie du magnate de la musique. Selon lui, P. Diddy a non seulement participé à des fêtes homosexuelles scandaleuses pour l'élite hollywoodienne, mais il les a également organisées, où l'usage de drogue était monnaie courante. Ces rassemblements se sont transformés en fêtes secrètes et exclusives, et P. Diddy cherchait constamment de nouveaux participants. Deal affirme que Combs ne poursuivait pas seulement des objectifs personnels, mais qu'il essayait activement d'impliquer des personnes influentes dans ses affaires douteuses. Lors de ces soirées, les célébrités se laissaient aller à leurs fantasmes les plus fous, prêtes à payer n'importe quelle somme pour des spectacles salaces. Le garde du corps a décrit comment P. Diddy faisait venir des jeunes hommes dans sa chambre, en ordonnant que personne n'y entre, et organisait régulièrement des orgies homosexuelles dans le sauna, 2 ou 3 fois par semaine. Mais le plus intéressant, c'est qu'au départ, personne n'a cru P. Diddy. Ses comptes sur les médias sociaux ont été inondés d'accusations de mensonges et de tentatives de tirer profit du nom de P. Diddy. Ce n'était que maintenant, alors que P. Diddy est sur le point d'être emprisonné, que les gens ont commencé à reconsidérer la véracité des propos des gardes du corps
concernant Jennifer Lopez. Deal a partagé des détails sur les infidélités constantes de P. Diddy. Combs a trompé non seulement sa femme, mais aussi J-Lo, et a même parfois trompé Jennifer en sa présence. Selon la chanteuse, elle a failli perdre la raison à cause de son comportement. Paradoxalement, Diddy lui-même était extrêmement jaloux. L'ancien garde du corps se souvient d'un incident au cours duquel Combs a failli se battre avec Will Smith à cause d'une conversation innocente entre l'acteur et Jennifer lors d'une soirée. Deal note que Combs le traitait avec respect, mais uniquement parce que sa vie dépendait du garde du corps et parce que Jean était passé dans les forces de l'ordre. Néanmoins, cela n'a pas empêché Deal d'être témoin de tout ce qui s'est passé dans la vie de Combs. Aujourd'hui, Gene Deal est prêt à témoigner contre P. Diddy au tribunal, confirmant toutes les rumeurs sur ses fétiches et ses fêtes scandaleuses. Bien qu'il ait été considéré comme un calomniateur fou, aujourd'hui, alors que l'enquête fédérale valide ses déclarations, le public commence à reconsidérer ses opinions. Les vies difficiles des ex-copines de P. Diddy sont également mises en lumière dans des mémoires à scandale. Par exemple, l'histoire de Cassandra, ancienne chanteuse de son label et amante de Sean. Leurs chemins se sont croisés en 2005, alors qu'elle avait 19 ans et Combs 37. Dans un premier temps, le producteur jaloux a contrôlé chaque étape de la jeune protégée. Plus tard, il a rendu Cassie accro à la drogue. Peu après, il a commencé à la battre, à la violer et à l'humilier, la forçant à avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes et des prostituées. Pour satisfaire ses propres fantasmes, Diddy lui-même regardait, se masturbait et enregistrait les orgies sur caméra. Il est étonnant que la chanteuse ait osé non seulement révéler au monde entier l'amère vérité sur le tyran, mais qu'elle ait également intenté un procès contre lui. En réponse, les représentants de Puffy ont qualifié les accusations de Cassandra de fausses, scandaleuses et même insultantes. Ils affirment que depuis 6 mois, elle fait chanter le patron, exigeant de l'argent et menaçant d'écrire un livre sur leur relation. D'ailleurs, l'ancien garde du corps a également commenté leur relation à l'époque. Selon lui, le procès de Cassie ne révélait même pas la moitié de l'horrible vérité, étant trop indulgent à l'égard de Diddy. Il était sous-entendu entre les lignes que la réalité était bien pire. Le garde du corps a assuré qu'il soutenait pleinement la jeune fille. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Cassandra a retiré sa plainte dans les 24 heures qui ont suivi la publication des accusations. Les médias ont rapidement rapporté que les parties avaient conclu un accord de règlement, promettant de ne pas aggraver l'affaire sur les médias sociaux ou dans la presse. Cependant, dès le mois de mai de cette année, Diddy et Cassie ont de nouveau fait parler d'eux. Une vidéo a été diffusée montrant un Combs enragé en train de battre brutalement sa petite amie dans un hôtel de Los Angeles en 2016. Les images capturaient ses tentatives terrifiées de s'enfuir. Sean la poursuivant, la jetant au sol, lui donnant des coups de pied, puis l'entraînant de force dans un ascenseur. Les rumeurs disent qu'à l'époque, le magnate de la musique a payé 50 000 $ pour s'assurer que ces images honteuses ne voient jamais le jour. Cependant, après des perquisitions dans ses résidences, la vérité a fini par éclater. Il semble d'ailleurs que Puffy ait une obsession malsaine pour ce qui est de filmer et d'accumuler des images compromettantes pour sa collection privée. Au milieu des nombreux procès intentés contre le rappeur et des perquisitions effectuées dans ses résidences, des documents judiciaires révèlent une image effrayante de ce qui s'est réellement passé lors des célèbres soirées de Puffy. Les récits des témoins décrivent un système dans lequel le producteur et ses complices contraignaient les femmes à participer à des orgies. Le chantage
les menaces et la manipulation émotionnelle n'étaient qu'une partie de l'arsenal utilisé par ces scélérats. Comme on peut s'en douter, Diddy utilisait des drogues et dosait ses victimes pour les rendre plus dociles. Ensuite, il leur administrait des perfusions pour les aider à se remettre plus rapidement du plaisir. Si les femmes refusaient d'assister à ces réunions perverses, le scélérat utilisait des vidéos d'elles enregistrées au préalable, de sorte que les captives n'avaient pas le choix. Violence physique, verbale et émotionnelle. Voilà ce qui attendait les prisonnières du système d'exploitation raffiné que Sean avait mis en place. Une descente de police a révélé des détails encore plus horribles. Dans les propriétés de Combs à Miami et à Los Angeles, la police a découvert de la drogue et plus de 1000 bouteilles d'huile pour bébé et de lubrifiants. De toute évidence, il s'agissait d'outils essentiels pour les orgies de coercition bien lubrifiées et insensées. Diddy a récemment été arrêté et ses chances de payer sa caution sont désormais minces. Malgré ses tentatives pour réunir 50 millions de dollars, le rappeur était prêt à hypothéquer sa propre maison d'une valeur de 48 millions et à y ajouter la propriété de sa mère, d'une valeur de 2 millions, juste pour sortir de prison. Mais en vain. Personne n'envisage de le libérer. Puffy est désormais sous étroite surveillance en raison d'une tentative de suicide. Il semble que l'étau se resserre autour du cou de ce manipulateur et psychopathe endurci. Dans la vie, tout a un prix, et parfois, le prix est trop amer pour être supporté. Diddy est officiellement accusé de traite d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle par l'usage de la force, de la fraude et de la coercition, ainsi que de conspiration en vue de commettre une extorsion et de transporter des personnes à des fins de prostitution. En outre, le rappeur, ainsi que ses complices, auraient usé de leur influence et de leurs relations pour commettre des crimes tels que le travail forcé, l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption et l'obstruction à la justice, et qui, parmi les célébrités, nous mettait en garde contre Sean depuis des années. Bien sûr, 50 Cent. Dès 2006, il chantait que Combs connaissait le responsable du meurtre de Big E, puisque l'affaire de sa mort n'est toujours pas résolue. En d'autres termes, 50 Cent déclarait ouvertement que le magnate était impliqué dans la mort de Christopher, ce que Diddy, bien sûr, nie. Pendant de nombreuses années, 50 Cent a déclaré que Puff n'était pas hétérosexuel et se comportait de manière trop flamboyante, parfois même sans s'en rendre compte. En 2023, il a annoncé que son équipe de production travaillait sur un documentaire sur les rappeurs violeurs. C'est juste après les perquisitions au domicile de Diddy que 50 a teasé la sortie de ce film. Difficile de dire s'il s'agit d'une blague, puisque l'artiste se moque de toute la situation autour des Combs. Mais s'il réalisait réellement un tel film, preuve à l'appui, cela provoquerait à coup sûr un énorme tollé. Eminem, qui se moque de Sean depuis 1996. Il mentionne également son rôle dans le meurtre de Tupac et qualifie le producteur de violeur sur son dernier album. Cette déclaration est immédiatement suivie de lignes telles que « Repose en paix, Biggie et Pac, vous devriez être encore en vie. Repose en paix, Biggie et Pac, vous devriez être encore en vie. » Kanye West, dans l'un de ses podcasts, a accusé Diddy de collaborer avec le FBI pour éviter la prison. Aubrey O'Day, ancienne membre d'un groupe créé par Puff, a parlé pendant 2 décennies du harcèlement qu'il exerçait sur les filles du groupe. Il les obligeait à signer des accords de confidentialité pour éviter qu'elles ne ternissent de son nom. Après les perquisitions dans le manoir du magnate, Day a mis en ligne une vidéo de Tupac dansant avec une femme qui lui disait « Pas trop tôt, mais trop tard ». Le musicien et producteur de son Lil Jon Jr.
a également porté plainte contre le magnate, l'accusant de violences sexuelles. Selon Lil, alors qu'il travaillait sur un album, il a vécu dans les maisons de Combs pendant plusieurs mois. Diddy lui a fait des avances, a saisi ses parties génitales, lui a demandé d'engager des prostituées pour avoir des relations sexuelles, et a même essayé de préparer Lil Jones à avoir des relations intimes avec un autre homme. Lors d'un incident mentionné dans le procès, au cours d'une fête dans le manoir de Shawn à Los Angeles en juillet 2023, le rappeur a forcé le producteur à boire de l'alcool mélangé à des drogues. Lil s'est évanoui et lorsqu'il est revenu à lui, il s'est retrouvé nu à côté d'une travailleuse du sexe endormie. Il a également affirmé que chaque pièce de la maison de Diddy était équipée de caméras cachées qui capturaient des vidéos sexuelles impliquant des stars et des politiciens mondialement connus. Aujourd'hui, le public ne s'intéresse plus qu'à une seule personne ayant participé à ces infâmes soirées de rappeurs. Qui d'autre comme lui a corrompu des mineurs et violé des femmes tout en restant dans l'ombre pendant tout ce temps? Je pense qu'il suffit de regarder son cercle le plus proche. Avec qui Combs traînait-il le plus? Pour qui avait-il une affection particulière? Peut-être que certaines de ces personnes célèbres figurent également dans les dossiers d'Epstein. Et enfin, qui défend actuellement ce bandit? Ou, à l'inverse, qui se tait malgré sa proximité avec lui? D'ailleurs, certains évoquent même ces soirées dans leurs propres émissions de télé-réalité. C'est le cas de Khloé Kardashian. Dans un épisode, elle raconte à sa sœur Kourtney une visite au manoir d'un ami de Diddy. Elle est arrivée à 5h30 du matin et a été accueillie à la porte par des personnes nues. Selon elle, la plupart des invités étaient complètement nus. Si Combs commence à citer des noms, ou si de nouveaux faits sont soudainement révélés, vous comprenez que tout Hollywood pourrait s'effondrer. Un ancien garde du corps du rappeur a déclaré « Je pense qu'il ne s'agit pas seulement de stars. Il y a des politiciens, des princes et une liste interminable de chanteurs, d'acteurs et d'autres personnalités influentes. Les médias rapportent que certaines célébrités élaborent déjà un plan d'action au cas où elles seraient impliquées. D'autres ne parviennent pas à trouver la paix, sachant que leur passé pourrait bientôt les rattraper. Le plus effrayant, c'est que ce n'est que le début. Ils vont maintenant déterrer tous les crimes commis par Diddy au cours des 30 dernières années, voire plus. L'horrible saga de Diddy et de ses victimes n'est pas seulement la biographie scandaleuse d'une star en disgrâce. C'est un avertissement pour l'humanité tout entière, une démonstration brutale de la façon dont le pouvoir sans contrôle, l'argent et l'impunité totale peuvent complètement corrompre même une personne autrefois talentueuse. Il peut les transformer en un monstre sans âme qui se nourrit de la souffrance d'autrui et ne reconnaît aucune limite morale. Derrière la façade étincelante de la célébrité et du luxe se cache une vérité grotesque, celle d'un psychopathe narcissique et sadique qui a passé des décennies à humilier, exploiter et violer des victimes sans défense. Il a piétiné tous les principes éthiques et toutes les normes juridiques pour satisfaire ses désirs pervers et ses appétits insatiables. La vérité sur un sinistre système de conspiration, de silence, de menaces et de potes de vin, tous conçus pour couvrir ces crimes odieux. Et malgré le pouvoir et l'influence du méchant, quelques personnes de courageuses ont trouvé le courage d'ébranler ce simulacre de respectabilité. Des héros qui ont osé parler haut et fort des horreurs qu'ils ont endurées et qui se battent aujourd'hui pour que justice soit faite. Leur courage a inspiré d'autres victimes à ne pas rester silencieuses, à ne pas se soumettre et à ne pas accepter la violence et l'humiliation. Il semble que Diddy ait créé autour de lui tout un réseau de types tout aussi immoraux, tous prêts à se couvrir les uns les autres. Un exemple éloquent est celui de son ami proche, Jay-Z.
dont le nom a également fait surface dans le contexte d'allégations de crimes sexuels et de traite des êtres humains. Cependant, le rappeur était resté dans l'ombre, évitant toute responsabilité jusqu'à présent. Peut-être est-ce dû à son immense fortune et à ses relations. Ou peut-être les victimes étaient tout simplement trop effrayées pour s'opposer à un prédateur aussi puissant et impitoyable. Quoi qu'il en soit, la longue amitié entre Diddy et Jay-Z suscite des interrogations. La solidarité silencieuse de Jay-Z est-elle un signe de complicité dans ses crimes? A-t-il partagé les sales secrets et les passions honteuses de Sean tout en restant propre aux yeux du public? Cependant, quelle que soit l'ampleur de la conspiration du silence dans le monde du spectacle, cette histoire reste porteuse d'espoir. L'espoir que même les pires malfaiteurs finiront par être traduits en justice, que les hiérarchies de pouvoir et de soumission fondées sur la peur et l'exploitation s'effondreront, et que la voix des victimes sera enfin plus forte que le silence hypocrite de ceux qui les ont encouragés et complices. Cette affaire nous rappelle douloureusement que des monstres s'attaquent encore impunément à des victimes vulnérables dans tous les milieux professionnels, en particulier dans ceux où règne le culte de la célébrité et de son mode de vie, et où l'on est formé dès le début de sa carrière à la soumission et à l'obéissance à l'autorité. Ces modèles de relations toxiques facilitent l'accès des violeurs aux victimes potentielles et leur permettent d'abuser systématiquement d'elles pendant des années. Pour vous protéger, vous et vos proches, il est important de suivre certaines règles. Tout d'abord, faites confiance à votre instinct. Si le comportement d'une personne vous met mal à l'aise ou vous dégoûte, il y a probablement une bonne raison à cela. Essayez d'éviter les interactions informelles avec ces personnes, en particulier dans les endroits isolés. Deuxièmement, si vous êtes victime de harcèlement, de menaces ou d'agressions, signalez-le immédiatement aux personnes en qui vous avez confiance, à votre famille, à vos amis, à vos collègues. Ne restez pas seul avec votre traumatisme, car les agresseurs ont surtout peur d'être exposés. Troisièmement, si possible, documentez toute action criminelle, sauvegardez les messages, les courriels et enregistrez les conversations dans les limites légales. Bien entendu, cela améliorera considérablement vos chances de prouver la culpabilité de l'agresseur. Mais surtout, ne restez pas silencieux. Ne tolérez pas l'humiliation et ne laissez pas la peur paralyser votre volonté. Rappelez-vous que le mal ne l'emporte que lorsque les bonnes personnes ne font rien. Votre résistance, votre voix, votre résilience, voilà ce qui finira par vaincre le système de la violence et de l'impunité. Ne perdez jamais confiance en la justice, même lorsqu'il semble n'y avoir aucun espoir. Et bien sûr, soutenons-nous les uns les autres. La solidarité, la compassion et la volonté d'écouter et d'aider sont les armes les plus puissantes contre les violeurs et ceux qui les couvrent. Ne restons donc pas indifférents à la douleur des autres. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons démanteler les conspirations silencieuses des exploiteurs et lutter pour un monde où chaque individu se sentira protégé et respecté. L'histoire de Diddy n'est pas seulement celle d'un producteur fou, c'est un rappel de la lutte éternelle entre le bien et le mal au sein de l'âme humaine, un avertissement sur les effets dévastateurs d'un pouvoir incontrôlé. Mais en même temps, c'est un exemple inspirant de l'esprit inébranlable et de la capacité à s'opposer à la violence. Ne restons donc pas silencieux, ne donnons pas raison aux agresseurs, soutenons ceux qui en ont besoin, parce que nous faisons tous partie d'une même meute, d'une même communauté, et qu'il appartient à chacun d'entre nous de décider de notre avenir, un avenir rempli d'horreur et de désespoir, ou un avenir empreint d'humanité, de compassion et de justice. Le choix nous appartient, et l'exemple des personnes courageuses qui ont dénoncé Diddy et ses complices montre qu'il est tout à fait possible de construire un avenir meilleur. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous exprimer. C'est tout pour l'instant.
N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur cette situation dans les commentaires. Restez en sécurité et n'oubliez pas que tout ce que nous tenons pour acquis est peut-être plus proche que vous ne le pensez.